Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette petite conférence Pitch DVC. On va débuter tout de suite, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, avec Léa Verdillon de Serena Capital. Bonjour à tous, donc pour présenter le fonds Serena Capital, et après je vais vous présenter un investissement pour expliquer un peu plus nos stratégies. Donc Serena Capital, c'est un fonds qui a été créé en 2008 par 3 entrepreneurs français qui en fait avaient l'ambition de créer un fonds qu'ils auraient aimé avoir à leur capital quand eux-mêmes étaient entrepreneurs. Donc c'est vraiment un fonds avec une profondeur, un ADN vraiment entrepreneurial. Donc comment ça se structure? Ça veut dire que les partenaires ont vraiment du temps dédié pour chaque entrepreneur avec vraiment un support assez opérationnel et le fait de vouloir vraiment aider les entrepreneurs dans les bons moments et dans les mauvais moments. Serena Capital, on dit tout le temps que c'est 20% de financement et 80% d'accompagnement. Comment ça se structure? Alors on a, outre cet ADN entrepreneurial, on a ce qu'on appelle des experts qui sont là pour soutenir nos entrepreneurs. Donc on a par exemple un directeur financier, une directrice de la communication qui aide nos entrepreneurs dans les moments les plus techniques en fait, de leur vie entrepreneuriale, donc sur des sujets vraiment avec des experts métiers. On a aussi quelqu'un dans les RH pour aider nos entrepreneurs et quelqu'un dans le M&A aux États-Unis. Voilà, on est une équipe de 12, on investit en France et en Europe. On a aussi une présence aux États-Unis parce qu'un tiers des entreprises de notre portefeuille sont présents aux États-Unis. Maintenant, je vais vous présenter notre dernier investissement pour vous expliquer notre stratégie d'investissement. Donc, nous, on investit des tickets entre 3 et 13 millions d'euros dans des entreprises en forte croissance qui ont déjà quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà. Alors, Corp Academy, notre dernier investissement, c'est un investissement français, enfin suisse. C'est une plateforme de learning B2B créée par 3 anciens de Google. Et c'est pour ça qu'on a investi, parce qu'il y a une bonne équipe. Au niveau du business model, il y a beaucoup de récurrence. L'objectif est d'être comme le Netflix de la formation. Donc quand on investit, c'était vraiment l'objectif de structurer et d'accélérer le business. Nous, on est un fonds qui investit dans plutôt les séries B. Donc c'est-à-dire que les fonds ont déjà qui ont déjà un business model récurrent qui a été prouvé avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires pour accélérer. Donc la partie produit, mais aussi l'international. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cet investissement. Donc l'équipe, le marché du B2B e-learning est en train de subir, enfin d'avoir beaucoup d'innovations, parce qu'il y a les acteurs, les anciens acteurs, mais aussi les acteurs comme Corp Academy qui permettent de disrupter le e-learning, grâce notamment à des processus et un protocole de pédagogie inversée qui a été fait en fait avec l'école polytechnique de Lausanne et qui permet d'augmenter en fait le taux d'engagement de plus de 70% contre 15% en moyenne. Donc c'est vraiment ce qui nous a plu, en plus de l'équipe, de la taille du marché du e-learning qui est vraiment important en Europe. Et des possibilités de sortie qui sont assez intéressantes pour nous parce que il y a déjà eu beaucoup d'acquisitions dans le secteur. Donc on pense par exemple à SAP, SuccessFactors, ou alors LinkedIn qui a déjà racheté Lynda.com pour plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est vraiment l'aspect de la taille du marché et des possibilités d'exit. L'équipe, le business model, l'avance technologique parce qu'ils veulent aussi mettre un petit peu donc du coup de machine learning pour faire de l'adaptive learning, pour du coup adapter les contenus aux différents profils des entreprises. Donc en plus, en termes d'achievement, en plus des millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils ont déjà commencé à faire, on a 40% du CAC 40 en clients, 300 000 apprenants, donc déjà 40% à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'achievements qui nous permettent de vouloir investir dedans. Donc on a investi 10 millions d'euros avec les investisseurs historiques qui étaient NextStage et des Biopharm. Et l'objectif donc est d'accélérer au niveau européen et au niveau du produit. Voilà à peu près. Donc chez Serena, on fait 3-4 investissements comme ça par an. Cette année, on en est à 5 plutôt. On a 230 millions d'euros sous gestion. On a investi des tickets de 3 à 13 millions d'euros dans des sociétés là. Voilà, et ravi d'en parler après, quand vous voulez, de nos prochains
possibilités, d'opportunités d'investissement, parce que du coup, en termes de secteur, donc c'est vraiment le digital au sens large, dont le digital B2B learning. Voilà, merci. Donc, on enchaîne tout de suite avec Maximilien Bacot de Brega Capital. Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Bacot, je suis associé fondateur du fonds Brega. Brega Capital, mais on peut dire Brega aussi, c'est plus court. On est un fonds de 45 millions d'euros en capital risque. Donc capital risque, ça veut dire qu'on investit sur des tours de seed série A. Donc pour donner la taille du ticket, c'est des tours d'un peu moins d'1 million d'euros jusqu'à des tours de 3 millions d'euros. Nous, on a propension à mettre des tickets toujours en étant lead ou co-lead sur ces tours-là. Donc on n'est pas fermé, on co-investit souvent, même très souvent la plupart du temps, sauf quand le ticket est un peu plus petit. Mais en tout cas, pour les tours qui sont supérieurs à 1 million d'euros, on aime bien co-investir. On est spécialisé dans la tech, le digital, on fait que ça. Après, on n'est pas vertical pour autant, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tous les secteurs autour de cette industrie digitale. Ça peut être des modèles B2B, ça peut être des modèles B2C, ça peut être du hardware, du software, tous les modèles dans la tech, la food tech, la fintech. Enfin, on regarde un peu pas mal de choses. On a plutôt un focus d'investissement en France, même si on s'autorise des investissements en Europe, en dehors qu'en France et aussi aux États-Unis ou en Asie. On en a déjà fait 2 d'ailleurs, par ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je vais le tourner un peu comme vous pourriez le faire vous quand vous pitchez votre startup. C'est quoi un petit peu notre marqueur de différenciation? C'est quoi notre sales proposition? Donc je vais retourner le pitch, je vais faire un reverse pitch et les pains qu'on adresse. Bon, je rejoins un petit peu ce qui a été dit de la part de Serena. Enfin, nous, notre marqueur de différenciation, on est 3 entrepreneurs à avoir monté ce fonds. François Pelus, Benoît Morel et moi-même. Et forcément, il y a une empreinte très entrepreneuriale à la façon dont on diligente les opérations. Donc, c'est-à-dire dans le post-investissement, on met beaucoup d'énergie à aider les entrepreneurs à développer leur levée business, à développer des partenariats et aussi, évidemment, à développer leurs équipes. Très concrètement, ça veut dire quoi? On a processisé cet accompagnement avec des personnes qui sont dédiées pour vous, entrepreneurs, une fois qu'on vous a financé, pour faire du recrutement. Donc, on a quelqu'un à domicile qui fait des recrutements pour vous sur des postes qui sont parfois pas toujours simples à sourcer, comme, je vais prendre des exemples, un bon product owner, un bon VP Sales, quelqu'un qui est bon en sémantique. Enfin, c'est des postes qui sont pas toujours évidents et simples à trouver. Et nous, on est là pour accélérer ce RH. Évidemment, les leviers business, parce que c'est un petit peu la clé, notamment dans le B2B, mais pas seulement dans le B2C aussi. Faire les bons partenariats avec les bonnes personnes, c'est important. Et pour ça, on s'appuie sur ces 45 millions d'euros. On a un peu plus de la moitié qui sont des souscripteurs, qui sont des institutionnels ou des corporates, mais l'autre moitié sont des individus, ils sont une centaine. Donc c'est vraiment une forme de plateforme sur laquelle on s'appuie beaucoup pour justement générer des leads, générer du business pour nos entrepreneurs. Voilà. Donc tout ça, ça a été processisé chez nous et aujourd'hui, c'est vraiment notre proposition de valeur qu'on adresse au marché. Pour le reste, le fonds, comme je disais, il est vraiment classique, 45 millions d'euros en capital risque. On ne fait pas du pur amorçage, c'est-à-dire que vraiment, on ne finance pas la feuille blanche, même si on trouve l'entrepreneur super, on va plutôt attendre qu'il y ait un tout petit peu de traction. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est une traction qui est dans le B2B en général par le chiffre d'affaires, même si elle est faible. On veut voir les signaux de traction sur ce côté-là. Et puis, quand c'est d'autres modèles, ça peut être l'audience, évidemment. Donc, voilà, on n'est pas fermé sur le modèle de l'attraction, mais en général, c'est en accord avec le modèle économique de la boîte. J'ai à peu près tout dit. On a fait 12 investissements depuis mi-2013, puisqu'on s'est lancé mi-2013. Donc, on est sur un rythme de 4 à 5 investissements par an. Voilà. Et évidemment, dans notre stratégie en tout cas d'investissement, enfin, évidemment, c'est pas évident. On est plutôt des investisseurs qui sont là pour suivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le seed, on aime bien aller sur la série A et ensuite un peu plus loin, autant qu'on puisse. Parce qu'avec 45 millions, on ne peut pas faire des grosses séries B ou des grosses séries C, bien évidemment. Mais en tout cas, on essaye d'accompagner l'entrepreneur le plus loin par rapport à nos moyens. Voilà. Sinon, Brega, on aura des bonnes nouvelles à communiquer au marché d'ici la fin de l'année, je pense, au début de l'année prochaine. On va doubler la taille du fonds bientôt. Donc voilà, je vous en dirai plus dans les semaines qui viennent. Ça, c'est pour le corporate. Je crois que Lucas, tu m'as demandé de présenter un cas, c'est ça. Donc, je vais vous parler d'un investissement qu'on a fait l'an dernier et qui a été fait l'objet d'une grosse série A au mois de septembre. C'est FoodChéri. Donc, on avait seedé FoodChéri en juillet de l'année dernière. Et là, on a fait un tour avec un autre acteur de la place parisienne, un autre VC,
en septembre, autour de 6 millions d'euros. Voilà, si vous avez regardé la presse, vous avez pu, c'était assez largement diffusé. Alors pourquoi on a investi dans Food Cherry? Je vais être assez mainstream, mais évidemment l'entrepreneur, ça fait partie, on le dit souvent, c'est l'équipe, c'est comme dans l'immobilier, vous savez, c'est emplacement, emplacement, emplacement. On dit souvent dans le VC, ce qui compte le plus, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. C'est vrai, l'entrepreneur, c'est donc le fondateur, il est issu de, enfin, en tout cas, il était directeur marketing de La Fourchette. C'est quelqu'un d'extrêmement, pour nous en tout cas, sharp, avec qui embarque une grande vision. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très focusé sur l'exécution et sur un business comme Food Cherry, pour dire ce que c'est. Hein, ce que je rappelle, c'est un restaurant dans une app. Voilà, donc voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est vraiment le modèle de la Food Tech 3.0 avec un modèle complètement intégré. Donc ça, c'était évidemment un des critères majeurs. Lui et l'équipe qui l'entoure, bien sûr, notamment au niveau marketing. Et puis le marché. Nous, on regarde évidemment beaucoup la taille du marché. Il peut y avoir des excellents business, mais si la taille du marché c'est de 50 millions d'euros worldwide, c'est pas un business pour un fonds. Voilà, le marché était conséquent et évidemment on croyait au modèle. Voilà, il y a eu le Allo Resto, qui est la première version de la Food Tech. Il y a aussi aujourd'hui les marketplaces et le delivery comme Foodora, Take It Easy, et d'autres. Enfin, Take It Easy n'existe plus malheureusement, mais voilà, nous on croit au modèle intégré, verticalisé, où on pense qu'à terme, c'est la bonne façon pour générer de la marge contributive et de la marge nette. Voilà. Merci Maximilien. Du coup, on enchaîne tout de suite avec Pierre-Henri d'Entresangles de Ainov. Parce qu'effectivement, je n'ai pas de slide. Bonjour à tous, donc Pierre-Henri d'Entresangles. J'ai créé Ainov en mi-2013, donc comme Brega finalement, basé à Lyon, mais on a une équipe de 5 personnes qui est notamment à Paris, puisqu'on a investi sur tout le territoire français, même un peu plus loin, puisqu'on va à peu près à 2 heures de nos 2 points de chute que sont Lyon et Paris. Donc Ainov, c'est une filiale d'Entresangles Initiative, le holding de la famille, qui a investi, dans son historique a des expertises dans le transport et la logistique, et qui a aussi investi ensuite dans pas mal d'entreprises plus traditionnelles, et puis qui a une large expertise dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, Ainov, c'est 2 fonds, c'est 70 millions d'euros sous gestion, 40 millions d'euros d'Entresangles Initiative et 30 millions d'euros apportés par SNCF, donc sous le fonds SNCF Digital Ventures. Ces 2 fonds nous permettent d'investir, de co-investir dans les sociétés qui parlent de mobilité, qui parlent de software, qui parlent de services disruptifs, donc plutôt B2B, ça c'est plutôt notre domaine d'expertise. Pourquoi? Parce que ce qui nous importe, c'est de vraiment aider les entrepreneurs pour aller chercher du client et chercher du chiffre d'affaires. Ça, c'est très important. Et de par notre écosystème, notre réseau de contacts dans les différents métiers que je vous ai évoqués et les 2 principaux investisseurs que nous avons cités, on a un large réseau qui nous permet de mettre en relation les start-upers avec ces différents prospects. Donc dans les faits, on investit à peu près un ticket moyen entre 1 million d'euros et 4 millions d'euros par société. On souhaite être plutôt lead investor. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être assez actifs auprès des entrepreneurs dans l'animation et l'accompagnement de la croissance des startups. De manière concrète, c'est, comme je vous l'ai dit, de mettre en relation avec les différents prospects. Donc chaque mois, on regarde le pipe de prospects, de clients, et on regarde avec l'entrepreneur comment on peut les activer, les mettre en relation, et on fait jouer vraiment l'ensemble de nos contacts. Ça, c'est la partie un peu biz-dev. On fait un peu le commercial plus de l'entreprise. Et puis ensuite, on a toute la partie financière pour aider à mettre en forme les différents indicateurs et les KPI qui permettent de piloter l'entreprise. Parce que ce qui est important, c'est de faire du chiffre d'affaires, mais aussi de contrôler la consommation de cash. Donc on essaye de dépenser le moins de cash possible pour que l'entreprise puisse perdurer, en tout cas atteindre son seuil de rentabilité le plus rapidement possible. Je vais peut-être illustrer ce que l'on fait lors des les deux derniers investissements que nous avons réalisés.
L'un dans la data analytics, dans la société DeepKey, qui analyse les données des parcs de bâtiments pour leur faire économiser 10 à 20% sur leur facture énergétique. Donc là, on est dans le domaine immobilier. D'Entresangles Initiative a un réseau assez étendu dans ce domaine-là, donc ce qui nous permet d'activer de façon très active et très rapide l'ensemble des prospects de ces sociétés. L'autre société, c'est Lucky Lock, qui fait du convoyage de véhicules à l'unité pour les loueurs et aussi pour les sites internet qui vendent des véhicules, ou les concessionnaires qui ont besoin d'apporter du service. Donc ils vous convoient le véhicule d'un point A à un point B. Donc là, vous le comprendrez facilement. Là, c'est notre expertise transport, logistique, mobilité au sens large avec SNCF pour élargir l'offre de services autotrain notamment. Et puis ensuite, on essaye de mettre en place par notre réseau l'expertise maillage logistique, schéma logistique qui permet d'optimiser ce convoyage par des auto-entrepreneurs ou des particuliers qui peuvent louer à 1 euro un véhicule pour faire Nice-Paris et ramener un véhicule pour le compte d'Avis par exemple. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et si vous souhaitez donc proposer votre projet de financement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet afin de nous transmettre votre documentation, et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible, sous 8 jours au plus tard en général, pour vous rencontrer et puis pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci Pierre-Henri. On enchaîne tout de suite avec Jonathan Uzerovici de ID Invest. Tu préfères être sur le pupitre ? Voilà. Du coup, moi j'ai préparé 2 slides. J'ai fait le bon élève. Donc, pour commencer, je travaille chez ID Invest Partners. ID Invest, c'est un fonds de private equity qui a été créé il y a 20 ans et qui a une grosse practice venture capital. Donc dans l'équipe venture capital, on est 7 investisseurs. On gère à peu près, on a 1,3 milliard d'euros sous gestion. On investit à peu près 120 millions d'euros par an dans une quinzaine de nouveaux investissements. Et on supporte une entreprise sur le long terme, et la preuve, c'est qu'on a investi à peu près la moitié l'année dernière dans les entreprises de notre portfolio. Donc je vous ai mis sur la slide quelques investissements récents qu'on a fait. On adore co-investir. On a co-investi avec Benchmark récemment, avec Google Ventures, avec Octopus, etc. On fait à peu près la moitié de nos investissements en France, l'autre moitié en Europe. Et on est vraiment spécialisé, focus sur de la série A. Donc on investit des tickets de 2 à 8 millions d'euros sur des tours de 3 à 12 millions d'euros à peu près. On est plutôt agnostique en termes de secteur, et on fait aussi bien du B2C que du B2B. On a un ADN très entrepreneur-friendly et on suit nos boîtes sur le long terme. J'ai pas mis les récents exits sur la slide, mais on a fait par exemple Criteo, Dailymotion, Deezer, quand j'étais pas encore arrivé dans le fond, il y a 10 ans à peu près. Et on a sorti cette année Talend, qui a fait son IPO au Nasdaq cet été, Weezing, qui a été revendu à Nokia, et Curse à Amazon. Donc on m'a demandé de parler d'un investissement récent. Je vais vous parler de Storefront, alias Pop-Up Immo en France. Donc Storefront, comment on les a rencontrés avant d'expliquer pourquoi. J'avais un meeting avec une start-up qui a un logiciel RH, un entrepreneur qui s'appelle Kevin Bourgeois, et donc je pose souvent une question à la fin des meetings que je fais. Je lui dis quelle est selon toi la boîte ou l'entrepreneur que tu connais que ID Invest devrait rencontrer. Et donc il m'a dit Pop-Up Immo, il m'a parlé des fondateurs de Pop-Up Immo. C'est dans ce contexte-là qu'on a rencontré donc les fondateurs. Pop-Up Immo, c'est quoi? On a fait un meeting avec eux une semaine après. C'est, pour faire court, le Airbnb du retail, entre guillemets. Donc c'est une marketplace B2B qui permet de connecter des marques et des sites de e-commerce à des magasins qui peuvent louer en éphémère. Donc entre 1 jour et 3 ans. Donc, pour vous expliquer un peu le rationnel d'investissement, donc pourquoi on a investi dans Storefront, je vais répéter ce qu'a dit Briga. Toujours l'équipe. L'équipe, pourquoi? Parce qu'on est sur un marché
on a besoin de convaincre des magasins, un peu comme La Fourchette au début avec des restaurants ou Booking.com avec des hôtels. On a besoin de convaincre des magasins de se mettre sur la plateforme. Et on avait une équipe de fondateurs sales, très bons en sales, c'était des vendeurs. Ils ont fait 10 ans de sales chacun, et donc on s'est dit que c'était les bonnes personnes pour attaquer ce marché. Pourquoi? Parce que l'équipe a bootstrap pendant 2 ans. L'équipe a fait à peu près la même chose en termes de revenus et en termes d'acquisition du côté supply que leurs concurrents qui avaient levé 10 millions de dollars. Pourquoi? Parce que l'équipe qu'on considère au sens large est hyper bien accompagnée avec les fondateurs de Just Eat et l'ex-CMO de Booking.com, et aussi parce qu'ils ont été accélérés et ça faisait du sens par rapport à leur business par le Numa à Paris et Techstars à New York. Donc l'équipe, toujours l'équipe. Deuxième rationnel d'investissement, le marché et la proposition de valeur. C'est un énorme marché. Il y a 20 ans, et un nouveau marché qui décrit un nouvel usage. Il y a 20-30 ans, il n'y avait aucun pop-up store, il n'y avait pas de magasin éphémère, il n'y avait pas de food truck, il n'y avait pas tout ça. Le premier a été créé dans les années 90. Et c'est un marché qui connaît une très forte croissance. Je vous ai mis un chiffre ici que j'ai trouvé dans une étude, mais il y a plusieurs études qui ont fait des études de marché assez larges qui montrent que le marché est assez énorme et surtout en très forte croissance. Et la proposition de valeur est assez claire pour le client. On a des clients aussi comme Google, L'Oréal, des grandes marques de luxe, des petits e-commerçants, des gros e-commerçants. Amazon fait des pop-up stores, des marques qui n'ont pas de vrais magasins, etc. Enfin, de magasins permanents, etc. Troisième point, le product market fit. Pourquoi on a investi dans Storefront? Parce que quand on les a rencontrés, donc ils étaient déjà leaders en France, alors qu'il y avait pas mal d'acteurs qui ont poussé dans ce domaine-là. Ils étaient profitables en France, donc ils ont prouvé leur modèle, et ils étaient déjà implantés aux États-Unis, où ils sont leaders aujourd'hui, en Asie, où ils sont leaders aujourd'hui, et au UK, où ils sont deuxième aujourd'hui. Et dernier rationnel d'investissement pour reboucler la boucle, la vision, qui rejoint donc l'équipe. Qu'est-ce que nous a vendu Storefront? C'est de créer la plateforme de demain, qui serait la plateforme de référence, leader mondial de la location éphémère court terme d'espaces commerciaux. Et cette plateforme sera un peu en fait comme un iPhone dans 10 ans. Donc l'iPhone de la réservation d'espaces commerciaux sur le court terme, où on pourrait plugger n'importe quoi. Donc aussi bien des services de catering que des vendeurs on demand, que des services d'ameublement, que de l'éclairage, voilà, etc. Time out. Donc n'hésitez pas à venir me parler pour vous parler un peu plus d'ID Invest, de notre ADN, de ce qu'on fait. Et, voilà. Merci beaucoup. Merci Jonathan. On enchaîne tout de suite avec Edna Oana de 360 Capital Partners. Tu préfères être au pupitre ou au micro? Okay. À toi de jouer. Tout de suite, et tu peux n'hésite pas à le régler. Bonjour. Alors, nous, 360 Capital, on est un fonds pan-européen qui est actif depuis 1997, qui investit en early stage dans le digital au sens large. Donc, early stage, ça va de l'amorçage à la série B. On est aujourd'hui une équipe de 18 personnes, entre Paris, Milan, Berlin, Munich et Londres. Et on a 3 fonds sous gestion qui sont actifs en ce moment. Un fonds d'amorçage qu'on a levé en décembre, qui met des tickets de 200 000 € à 1 million d'euros dans des sociétés qui font peu ou pas de revenus. On a un fonds série A, série B qui investit des tickets jusqu'à 5-6 millions d'euros. Et on a repris récemment la gestion d'un fonds de robotique qui s'appelle Revolution Capital, qui fait 80 millions d'euros, qui nous permet de regarder des sujets assez larges dans la robotique. Donc ça va des objets connectés au machine learning, intelligence artificielle et des robots. Donc c'est un peu notre particularité du moment. D'ailleurs, récemment, on a fait un investissement que peut-être vous avez pu voir si vous habitez Lyon, qui s'appelle Navia, qui est une navette autonome électrique, sans conducteur, donc, et qui opère dans le centre de Confluence. Voilà. Peut-être quelques investissements récents, donc Navia, Chronocam, le Slip Français, qui est une marque de sous-vêtements homeware en ligne,
qui a fait l'actualité cette semaine. On a fait rentrer un fonds spécialisé dans le retail et le luxe abordable qui s'appelle Experience Capital, qui a été créé par les fondateurs de Sandromage, Claudie Pierlot, pas les fondateurs, pardon, les dirigeants de SMCP, Teddy Bear qui fait du e-commerce de matelas, Bergamote qui réinvente la livraison de fleurs sur Internet, Food Cherry dont Brega a parlé à l'instant, et Heycater qui est une société c'est une marketplace allemande B2B de catering, donc qui fait des livraisons assez diversifiées de repas en entreprise, qui a notamment des clients réguliers comme Uber et McKinsey. Peut-être 2 minutes sur un de nos derniers investissements, Tiller System, dans lequel on est rentré en avril. Ils ont levé 4 millions d'euros. C'est une solution de caisse enregistreuse sur iPad pour point de vente et particulièrement, dans un premier temps, restaurant. Donc, ils digitalisent un marché qui est encore très traditionnel avec des gros acteurs qui proposent en fait du hardware très lourd. Donc sans vraiment flexibilité dans leur offre. Tiller, ils sont une 60aine aujourd'hui. Ils proposent en fait aux restaurateurs d'ajouter des modules des fonctionnalités de business intelligence pour avoir une vraie visibilité sur leurs opérations, leur marché, se comparer aux restaurants, à leurs peers dans une géographie ciblée. Ça permet de vraiment accéder à une donnée actionnable et donc d'améliorer l'expérience client, par exemple en développant des intégrations avec pour la réservation, le paiement avec Lydia, Izettle, et la livraison, donc Deliveroo, Foodora, etc. Donc peut-être 2 mots sur la première raison pour laquelle on a fait cet investissement. C'est l'équipe qui a une force commerciale assez impressionnante. Ils ont recruté un des VP Sales de Price Match, qui s'appelle Valentin Quito, qui dirige l'équipe de Sales avec une vigueur très très impressionnante. Ils ont en 12 mois recruté 1000 clients, dont des grands comptes, Monoprix, la Compagnie des Alpes et beaucoup d'indépendants. Ils sont je ne sais pas si peut-être à Lyon, vous avez sûrement dû aller manger dans des restaurants qui l'utilisent. Ils ont en fait développé une offre en SaaS, donc ça change beaucoup pour un marché très traditionnel avec des acteurs comme CJ et Micros. Ils proposent des offres à partir de 29 € par mois, donc c'est assez intéressant pour les restaurateurs. Voilà, je suis disponible après dans la matinée ou cet après-midi si vous avez des questions sur 360. Merci. Merci. Merci Edna. Du coup, on a un peu de temps restant et des petits imprévus, donc on va accueillir Romain Vidal de Cap Horn Invest qui va nous parler de son fonds. Bonjour à tous. Voilà, c'est moi le bouche-trou. Je suis Romain, je suis premier employé et partenaire de Cap Horn Invest. On est un VC basé à Paris. On gère aujourd'hui près de 200 millions d'euros. Un premier fonds qui a été levé en 2010 qui faisait 50 millions. Et un deuxième qui a été closé à 100 millions assez récemment et sur lequel on vise atteindre entre 120 et 150 d'ici le début de l'année prochaine lors du deuxième et dernier closing. On investit, je commence avec tout ce qui est traditionnel et que tout le monde vous a déjà fait. On investit au stade principalement de la série A, des tickets qui vont de 1 à 4 millions d'euros en moyenne dans des sociétés innovantes. On fait un petit peu d'amorçage sans que ça soit de la R&D, donc c'est pas la peine de venir nous voir avec un PowerPoint où il faut tout développer. On fait donc principalement de la série A et on sait également se positionner sur des tours un peu plus gros de série B
Comme récemment, un des derniers deals qu'on a fait, c'est Final CAD. C'était un tour de 20 millions d'euros avec Serena. Le fonds se caractérise par quelques éléments assez spécifiques. En premier lieu, on investit dans ce qui touche à ce qu'on appelle, nous, la transformation digitale des industries traditionnelles. C'est donc essentiellement du B2B. On ne fait ni Tinder, ni Candy Crush, ni même Uber. Le but étant de faire des outils qui permettent à des acteurs traditionnels, plutôt des gros, de se transformer, parfois de survivre, en tout cas de prospérer. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure de type de société dans lesquelles on peut investir dans cette logique-là. Le deuxième élément, et c'est celui-là qui est le plus essentiel à retenir, nous en fait, nos investisseurs sont 140 sur le premier fonds et près de 200 sur le deuxième fonds individuels, profil dirigeants d'entreprise. Donc c'est des gens qui ont créé, qui ont fondé, qui ont dirigé ou qui dirigent encore Danone, Valeo, SPI, Noroto, etc. etc. Tous ces gens sont investisseurs chez nous parce qu'effectivement on investit dans leur transformation digitale. Et on les utilise sur une chose unique et précise, donc c'est notre plateforme à nous. Et notre valeur ajoutée, elle est uniquement axée sur une chose, c'est apporter du business à nos boîtes, et en particulier réduire leur cycle de vente, puisqu'on fait principalement du B2B. Le gros sujet d'une boîte B2B, et si certains d'entre vous dirigent des boîtes B2B, c'est souvent le cycle de vente. C'est que pour signer Orange ou Leclerc, il faut souvent 18 mois. La valeur ajoutée de Cap-Horn, c'est de réduire ce cycle au minimum, en utilisant notre réseau et en utilisant une équipe interne qui est dédiée à ça, dans laquelle il y a un de nos partenaires fondateurs, en utilisant donc cette équipe et ce réseau pour ouvrir les bonnes portes, aller chercher les rendez-vous et surtout suivre dans la durée pour que les deals se signent. On l'a fait 150 fois sur le premier fonds, ça aboutit sur une trentaine de contrats signés sur 12 participations. Donc ça fait plus de 2 deals par boîte. Souvent, c'est des deals assez structurants. Et on a vocation à accélérer significativement sur ce créneau particulier. Voilà pour nous. Pour ma part, je suis entrepreneur à la base. Moi, j'étais un des premiers affiliés français sur le Forex en France, donc entrepreneur web. Le reste de l'équipe, c'est 4 associés, dont 3 fondateurs, que sont Damien Borel qui s'occupe donc du business développement chez nous, Guillaume Dupont qui est un ex-Stanford et qui fait du capital risque depuis une quinzaine d'années, Laurent Dumas qui nous a rejoint récemment et qui vient d'ID Invest justement, et Hugues Joubert qui est l'ancien directeur juridique Monde pour Leroy Merlin, enfin le groupe ADO. Sur le cas, je vais vous citer un cas d'un investissement qu'on a fait en cours d'année dernière dans une société qui s'appelle Vecchia. Vecchia, alors on est vraiment dans le pas sexy du tout, ni du food delivery, ni des jeux vidéo. Vecchia, c'est du machine learning, donc de l'intelligence artificielle sur du réapprovisionnement de stock pour le retail. Ce sont des outils donc d'intelligence artificielle qui sont capables de faire de la prédiction de vente pour le retail. Donc Vecchia bosse par exemple avec Leroy Merlin ou Galeries Lafayette qui lui fournissent ses données de vente passées et Vecchia fournit à 2% d'écart près des prédictions sur les ventes futures. Et sur la base de ces ventes futures, elle fait des conseils de réapprovisionnement. Ça permet d'économiser des centaines de millions d'euros en stock. Voilà le type d'investissement qu'on fait. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir me voir. Merci Romain. Et pour conclure, Mathieu Dex de Daphne qui va nous parler de son fonds. Bonjour, il n'y avait pas qu'un Bruges-Tout, il y en a 2 en fait. Donc je passe après Romain. On est assez complémentaires en fait avec la proposition de Romain, j'en reviendrai tout à l'heure. Donc moi je suis un des cofondateurs de Daphne. On est tout nouveau, on a déjà 15 jours. Donc depuis 15 jours tout va bien, ça va encore. Donc je ne pourrais pas présenter de cas d'investissement parce qu'on en a fait un et il est encore à demi privé, même si la presse l'a un peu révélé. Je ne vais pas le faire à la place de l'entrepreneur.
En gros, les différences de Daphne par rapport au marché, ce qu'on essaie de dire, il y a trois axes majeurs. Le premier, c'est on essaie réellement de construire une communauté autour du fonds. Donc aujourd'hui, il y a entre 150 et 200 personnes qui sont onboardées sur une plateforme et qui apportent de la valeur au quotidien pour le fonds, c'est-à-dire qu'elles sourcent les startups, elles nous aident à l'analyse et elles ont vocation aussi à les accompagner. Donc on déporte ce qu'ont d'autres fonds en interne, on le déporte dans la communauté. Ensuite, il y a un autre facteur de différenciation, c'est cet outil, qui est une plateforme qu'on développe depuis le premier jour, qui permet d'un côté aux entrepreneurs de faire leur application, leur candidature en ligne. Donc à Daphne, vous n'envoyez pas juste vos slides et votre Excel. Donc ça demande un petit effort de retraitement de l'information. Mais nous, ça nous permet de faire des belles fiches et de les partager à la plateforme, à la communauté, donc à 150 personnes. Donc ce qu'on dit en fait, c'est que même si nous, on dit non chez Daphne, ce qui va arriver dans 99,2% des cas, quelqu'un dans la communauté, il y a notamment des business angels français et européens, pourra dire oui. Et pourra venir aussi accompagner les entrepreneurs à apporter de la valeur. Donc en fait, on fait levier sur la communauté, pas que sur le fond. Nous, cet outil en interne, et avec la communauté, nous permet aussi d'enrichir l'analyse et de ne pas penser à 5 dans un bureau. C'est-à-dire qu'on va chercher... Normalement, ça va se faire au fil de l'eau et ça va se faire de manière automatique. Pour l'instant, on va encore mobiliser les personnes sur certains sujets. C'est un de mes rôles chez Daphne, c'est d'aller chercher telle personne sur tel secteur pour qu'il abonde sur une analyse. Mais on pense que ça va se faire de manière décentralisée, où on ne sera plus le hub d'échange principal, le VC, mais c'est une communauté qui va construire une réflexion avec des mécanismes d'intelligence collective auxquels on fait confiance sur des sujets tech. Donc ça, c'est le deuxième axe, c'est la plateforme. Et le troisième, si toutefois il y a des investisseurs aussi dans la salle, des investisseurs de fonds, c'est qu'on permet du co-investissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Daphne va dire oui à un projet, on va permettre à nos investisseurs, à nos LP, de co-investir à nos côtés. Donc ça demande un petit peu de mécanique et d'ajustement en termes juridiques, mais en tout cas, ça permet à nos propres investisseurs de s'intéresser aux sujets sur lesquels que nous avons validés. Et ça permet aussi de faire levier sur l'argent. Donc on a un potentiel fonds, pour l'instant il fait 150 millions et il peut faire 300 millions sur le papier, en fait, avec le co-investissement, si chaque investisseur du fonds utilise sa capacité de co-investissement. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Cool. Que dire d'autre ? Peut-être quel type de start-up on cherche. On a un cœur de stratégie qui est sur la série A, donc sur des montants entre 1 et 3 millions d'euros, on va dire. Avec vocation à prendre une part significative du tour, mais on est hyper ouvert à nos collègues et co-investisseurs. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est on cherche des startups qui ont une vraie ambition internationale. Parce qu'on structure notre communauté, pas qu'en France, elle est à 40% à l'étranger, et elle est faite pour porter nos investissements à l'étranger. Avec un focus, nous, sur les hubs européens, que sont Londres, Berlin, Stockholm, Helsinki, Copenhague, et l'Espagne plus généralement, ça se partage entre Barcelone et Madrid. Donc nous, on veut des startups qui, si elles viennent nous voir, elles ne sont pas encore internationales, c'est pas grave, mais en tout cas qu'elles portent en elles la capacité à se projeter à l'international rapidement. Dernier point, là où je disais qu'on était complémentaire avec par exemple Caporn, c'est qu'on ne va pas faire de pur B2B. C'est qu'on n'a pas particulièrement de réseau avec Carrefour et les grands industriels français. Et on pense que pour nous, c'est compliqué d'avoir des startups qui ont des contrats cadres de 18 mois, qui demandent des négos longues pour accéder à ces marchés. Donc nous, on préfère des startups qui, dans leur business model, est centré sur l'usage. Voilà. Ce qui permet aussi, vous, de mapper l'environnement des VC qui commence à pas mal s'étoffer. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai pas de cas à présenter, du coup. Et vous pouvez, si vous êtes entrepreneur, déposez votre dossier sur daphne.com/apply en anglais. Voilà, merci.